Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette discussion. Tout d'abord, merci à Gabriel Chahil et toute son équipe pour la super organisation de cette journée. Alors maintenant, on va prendre quelques minutes de votre temps très précieux pour parler d'un sujet qui est très connu en France. Est-ce qu'il faut investir au travers du PEA ou du fameux CTO pour compte-titres ordinaire? Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré par trois personnes reconnues dans leur domaine. Nous avons Anne Guignard à ma gauche, qui est directrice générale de Place des Investisseurs. À ma gauche, nous avons Guillaume Simonin, qui est fondateur de Wizify et le créateur des feuilles volantes. Et puis tout à ma gauche, nous avons Vincent Grard, qui est Country Manager France chez Trade Republic. Et Belgique. Et Belgique aussi, super. Donc, est-ce qu'il y a des Belges dans la salle? Ah, chouette. Je me sens pas seul. Alors, avant de se poser la question sur le PEA et le compte-titres, Vincent, quelles sont les questions qu'il faut se poser avant d'aller vers l'un ou vers l'autre? Ouais, donc petit aparté plutôt générique là-dessus, c'est qu'avant même de se poser la question de l'enveloppe dans laquelle investir et de l'investissement qu'on veut mettre dedans, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire de cet argent? On sait tous qu'on veut en gagner plus, on sait tous qu'on veut le faire travailler, mais on ne se pose pas assez la question de quand est-ce que j'en aurai besoin. Et en fait, cette question-là, elle est centrale pour déterminer quelle enveloppe fiscale ou bancaire ou assurantielle vous allez avoir besoin de choisir. Et la réponse, ce n'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est j'aurai besoin d'une partie maintenant, j'aurai besoin d'une partie dans 5 ans, et ainsi de suite. Donc, je vous encourage tous à vous créer une sorte de plan que vous pourrez ensuite dérouler. Mais il faut toujours avoir un plan sur qu'est-ce que je vais avoir dans 5 ans, qu'est-ce que je vais avoir dans 10 ans, qu'est-ce que je vais avoir dans 30 ans. C'est vraiment la question centrale avant de se poser de la question de l'enveloppe, et je voulais faire un petit rappel là-dessus. Je me tourne vers toi, Anne. Est-ce que tu pourrais réexpliquer aux personnes qui sont présentes ici, c'est quoi le compte-titres ordinaire, le fameux CTO? Alors, je vais juste rebondir sur ce que dit Vincent et puis faire le lien avec le compte-titres ordinaire. Déjà, c'est formidable de voir autant de gens, autant de jeunes se poser la question de l'investissement. J'ai des cheveux blancs, donc sur cette table ronde, je peux témoigner d'une autre génération. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis dans cette industrie, et quand j'avais vos âges, on ne se posait pas forcément la question. Donc déjà, c'est hyper positif. Après, comme dit Vincent, et moi je le relierai à des exemples, parce que c'est plus concret, c'est effectivement pourquoi je dois investir, c'est mon investissement par rapport à mes projets de vie. Est-ce que je veux me constituer un capital pour acheter une résidence principale? Est-ce que je veux mettre de l'argent de côté pour les études de mes enfants? Ou est-ce que je veux préparer ma retraite? Voilà, donc on voit bien que l'horizon de temps, il va être différent, et du coup, c'est en se posant ces questions qu'après, on va se dire dans quoi je vais investir et où est-ce que je vais positionner ça. Alors, je reviens au compte-titres ordinaire versus PEA. Donc, on verra que notre conclusion, elle est peut-être un peu éloignée du titre de cette table ronde. Le compte-titres ordinaire, donc quand vous vous êtes posé la question et vous savez dans quoi vous voulez investir, c'est ce qu'il y a de plus accessible et de plus flexible. C'est-à-dire qu'un compte-titres ordinaire, n'importe qui peut en ouvrir, un ou plusieurs, que ça soit une personne morale ou une personne physique. Donc on voit que c'est effectivement très, très, très accessible. C'est aussi très flexible, un compte ordinaire, parce qu'on va pouvoir y loger tout type d'investissement, que ça soit des actions, des obligations, des parts de FCPI, des obligations, je l'ai dit. Enfin, bon, on peut des mettre produits dérivés. Des produits dérivés. On peut mettre tout ce qu'on souhaite. Et puis, c'est flexible aussi parce qu'on n'est pas limité en montant. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut. En revanche, il faut garder toujours une structure. Donc, on va avoir un compte titre et puis on va avoir un compte espèce qui va permettre de faire fluidifier le cash pour investir dans des produits qui vont aller sur le compte titre ou pour recevoir des dividendes ou des coupons d'obligations. Voilà.
En contrepartie, et ça va sans doute faire le lien avec la suite, en contrepartie de ça, de cette flexibilité, on n'a pas d'avantage fiscal. Donc, quand on est français, on va être soumis à la flat tax pour les revenus et les plus-values qu'on va percevoir sur ces produits. Super, merci beaucoup. Guillaume, justement, une question sur l'avantage fiscal. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est l'intérêt ou non du PEA et finalement, PEA, ça veut dire quoi ? PEA, plan épargne action, hein, comme son nom l'indique, c'est une enveloppe fiscale. En réalité, on peut faire beaucoup de choses à l'intérieur d'un PEA, mais dès qu'il y a des règles fiscales, et je vais en parler juste après, parce qu'effectivement, après 5 ans de détention, c'est plus intéressant d'avoir un PEA que d'avoir un compte titre en termes de fiscalité à la sortie. Un PEA, c'est un univers d'investissement qui va être beaucoup plus restreint que le compte titre. Dès qu'on a un PEA, on ne peut pas investir dans tous les titres financiers. On va investir en actions uniquement, comme son nom l'indique. Donc pas d'obligations, pas d'autres produits. On va investir uniquement en actions, que ce soit via des fonds collectifs, des ETF par exemple, ou en actions individuelles. Et l'univers d'investissement va être aussi dédié à l'Europe. Le plan épargne en actions, ce sont pour des actions européennes. Et il y a une petite subtilité, parce que certains dans la salle peut-être investissent en PEA dans des indices qu'on va qualifier de mondiaux, que ce soit du S&P 500, qui sont les 500 plus grandes entreprises mondiales, ou des MSCI World, qui sont les 1300 entreprises les plus grandes dans le monde. C'est possible grâce aux ETF qui sont dits synthétiques. Je ne sais pas si on rentrera dans le détail, mais en tout cas, le PEA, c'est un univers d'investissement restreint. En contrepartie de ça, on va avoir un avantage fiscal au bout de 5 ans. Si vous avez un compte titre, que vous investissez dans une action, que vous la revendez et que vous faites une plus-value, vous allez être imposé au titre de la flat tax l'année où vous réalisez cette vente. La flat tax en France, depuis 2026, merci la loi finance et nos gouvernants, c'est 31,4%. Si vous faites la même chose sur un PEA, que vous l'avez détenu depuis au moins 5 ans et que vous vendez cette même action et que vous réalisez cette même plus-value, vous serez imposé uniquement sur la partie des prélèvements sociaux, donc 18,6%. Donc il y a un écart de 12,8% qui reflète cet avantage fiscal. Mais le PEA, vu qu'il y a des règles fiscales avantageuses, il y a aussi une forme de contrainte. Sur un PEA, on ne peut pas verser plus de 150 000 €. Verser 150 000, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la valeur du portefeuille? Non, ce n'est pas la valeur du PEA, c'était mon point, c'est qu'on peut verser, on peut faire rentrer jusqu'à 150 000 €, pas plus, mais le PEA, il peut monter à 200, 300, 400 en fonction des plus-values qui sont générées. C'est ce maximum de versement à 150 000 € d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'a jamais été réévalué face à l'inflation. C'est un sujet, si jamais vous avez envie d'interpeller vos politiques responsables, poussez-le parce que, en effet, on indexe beaucoup de choses sur l'inflation pour refléter la réalité de la situation pour les Français. Et cet avantage fiscal, du coup, se réduit d'année en année, étant donné qu'on ne réajuste pas ce maximum de versement. Je peux juste compléter un autre petit point. Quand est-ce que la fiscalité est prélevée pour les deux types de comptes? Dans le compte titre, c'est prélevé l'année, comme tu l'as dit, Guillaume, où tu réalises le gain. Pour le PEA, c'est prélevé uniquement quand tu ressors l'argent du compte PEA. Ce qui fait que, par nature, le phénomène de capitalisation au sein du PEA, étant donné que la fiscalité n'est pas prélevée tous les ans, tu peux bénéficier en fait davantage de capitalisation parce que tu reportes le paiement de la fiscalité et tu continues de faire travailler cet argent. Donc on peut voir ça comme un produit qui soit un tout petit peu plus long terme que le compte titre d'une manière générale. Oui, clairement. Je veux dire, effectivement, l'argent est mobilisable dans le PEA parce que si on veut retirer quand même cet argent avant 5 ans, on peut le faire, sauf qu'on sera taxé. Ça redevient un compte titre. Voilà. Mais oui, clairement, l'objectif d'avoir un PEA, c'est effectivement au minimum 5 ans. Est-ce qu'il y a des contraintes en termes d'âge ou ce genre de choses ou pas du tout? Un PEA, on doit être majeur pour l'ouvrir. Un PEA traditionnel, même les PEA jeunes, parce qu'il existe un PEA jeune, il faut quand même être majeur pour l'ouvrir. C'est un sujet, le PEA, c'est 1 par personne. On ne peut pas en avoir 2, on ne peut pas en avoir 3, c'est un seul par personne. À l'ouverture, il faut qu'on soit résident fiscal français.
On peut s'expatrier ensuite si on l'a ouvert au préalable et le conserver, mais à la base, il faut être résident fiscal français pour ouvrir un PEA et il faut être majeur. Donc ça veut dire, pour des nouveau-nés, est-ce que s'il y a des jeunes parents ici qui nous écoutent, ils ne peuvent pas ouvrir un PEA au nom de leur nourrisson? Aujourd'hui, ça n'existe Non. pas. Bon, je ne sais pas combien tu as d'enfants, mais enfin moi, qui en ai eu 3 en 4 ans, c'était quand même pas la première chose que je faisais quand ils sont nés. Hein. Ça devrait. Ça devrait, mais bon, juste pour vous dire, on ne sort pas de la maternité en se disant... voilà. Effectivement, mon épouse n'est pas sortie de la maternité en se disant ça, mais c'est vrai que depuis le mois de leur naissance, un point important, c'est que si vous avez 50 € à investir par mois, ou 20 € ou 10 €, ou peu importe, faites-le vraiment dès le début, parce que vous allez faire en sorte que chaque année, les montants sont un peu plus importants et vous allez profiter des intérêts composés, mais ce n'est pas l'objectif de la discussion. Mais c'est peut-être un point quand même pour les investisseurs néophytes qui sont peut-être dans la salle à comprendre, à saisir. S'il y a une seule chose à comprendre, c'est que activer cette fameuse mécanique des intérêts composés, c'est de décider aujourd'hui de commencer à investir, peu importe le montant. Et c'est extrêmement précieux parce qu'il y a un truc que vous ne pouvez pas récupérer, quoi qu'il arrive, c'est le temps. Et investir tôt, ce n'est pas juste une grande phrase marketing que peuvent proposer des courtiers parce qu'ils veulent que vous ouvriez un compte. C'est une vraie réalité. Investir tôt, ça permet, si vous avez un horizon très très long terme, on parle des enfants, mais la réalité, si on avait tous conscience ici de ce qu'est réellement la mécanique des intérêts composés, ouvrir à la naissance un compte à ses enfants pour mettre 10 €, 15 €, 20 €, peu importe en fonction de ses moyens, c'est peut-être déjà décider de lui assurer sa retraite. Et ça, c'est un vrai point parce que c'est qu'une question de décision, d'éducation, de conscience de ce qu'est cette règle mathématique. On n'invente rien, c'est une règle mathématique, hein, c'est une croissance. Vous pouvez le faire sur Excel très simplement ou simulateur d'intérêts composés avec l'IA ou n'importe quoi, c'est très simple à faire. Mais vous voyez, notre esprit humain est très linéaire. On a tendance à penser que la croissance est linéaire, la mécanique des intérêts composés, c'est pas ça, c'est une exponentialité dingue, mais qui joue qu'avec l'effet du temps. Et le temps, c'est la décision que vous prenez là. On ne peut pas revenir dans le passé. Hein. Hier, c'est toujours le meilleur moment pour investir. L'autre deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Bon, ce week-end, les bourses sont fermées, donc ça sera lundi. Vincent, en pratique, on a parlé de l'avantage fiscal du PEA par rapport au compte titre. Est-ce qu'il y a des frais différents si j'ouvre un compte titre au sein d'une institution financière ou un PEA? L'avantage de ces deux types de comptes, donc compte titre ordinaire ou PEA, c'est que c'est des enveloppes bancaires. Et la grande différence entre les enveloppes bancaires et les enveloppes dites assurantielles, donc par exemple l'assurance vie, par exemple 99% des plans épargne retraite distribués en France, c'est que sur les enveloppes bancaires, on n'a pas ces fameux frais de gestion. C'est-à-dire que votre banque, à la différence de votre assureur ou du distributeur de l'assurance vie, ne vous prend pas en moyenne 1%, peu importe ce qui se passe sur votre compte, tous les ans. Et ça, clairement, en complément du temps que Guillaume vient d'exposer, c'est un facteur qui vous permet de permettre à la machine des intérêts composés de ne pas être freiné dans son élan. Parce qu'en fait, si on vous prend 1% de votre épargne maintenant, dans 20 ans, c'est, suivant la performance que vous avez fait, c'est comme si on vous avait pris 5% en fait, du capital dans 20 ans. Donc toujours bien faire attention à ce type de frais. Et l'avantage, voilà, c'est que dans les enveloppes bancaires, vous n'en avez pas. Deuxième chose, bien entendu, sur laquelle il faut faire attention, c'est les frais qui sont dits ponctuels. Donc à chaque fois que vous passez une transaction, à chaque fois que vous achetez une action, un ETF ou que vous revendez, bien faire attention au niveau de frais que vous payez parce que, encore une fois, les frais viennent endommager votre performance. Et il vaut mieux toujours donner de l'argent à son avenir qu'à son banquier. Et c'est un banquier qui vous le dit. Moi, si je peux ajouter quelque chose sur les frais, et là, je repars plutôt dans se dire, on commence une relation avec un intermédiaire financier où on commence à investir, c'est que les frais, effectivement, il faut les regarder. C'est pas tous les frais. Regardez aussi le service qu'on va vous proposer, justement par rapport à vos objectifs et ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'on me propose comme produit? Est-ce que j'ai un large éventail de produits ou pas? Et aussi la sécurité de vos comptes. Regardez bien, parce qu'aujourd'hui, ça va très vite sur Internet, on peut ouvrir des comptes très, très facilement. Regardez bien les agréments.
et dans quelle juridiction votre contrat avec votre intermédiaire financier se situe. Parce que le jour où il y a un problème, d'être dans une juridiction française ou d'être à l'étranger, ça ne va pas être la même chose, ça ne va pas être les mêmes frais d'avocat. Donc, ce n'est pas très agréable de parler des choses, de problèmes avec son intermédiaire, mais comme vous le disiez, il faut anticiper et sortir de la maternité en mettant de l'argent sur le compte de son enfant. Je pense qu'il faut aussi anticiper une relation. Savoir qu'on est dans une juridiction française de droit français, c'est aussi un atout. Peut-être un petit conseil d'une manière générale, à chaque fois que vous voulez commencer quelque chose chez un intermédiaire financier, déposer de l'argent sur une plateforme d'investissement, on va vérifier sur le site de l'AMF, qui est le régulateur français, si cette plateforme ne se trouve pas sur la liste noire. Si elle y est, abandonnez. C'est un petit conseil comme ça. Et on a fait des modules ensemble où on a vu une dame, et on lui a dit, mais vous voyez, c'est sur la liste noire. Donc, et son argent est perdu. Absolument. Donc en effet, bien sélectionner son intermédiaire, c'est la clé pour éviter les fraudes, les arnaques qui sont actuellement assez nombreuses, notamment sur les réseaux sociaux. Super, merci. Guillaume, pourquoi selon toi il faut ouvrir un PEA ou un compte titre ? Ou les deux, mon colonel. Ou les deux. Parce que la réalité, c'est que en fait, c'est des enveloppes complémentaires. C'est pas choisir. Le PEA sera plus intéressant d'un point de vue fiscal pour tout ce qui relève de l'investissement en PEA. Ouvrez un PEA. Ce qui est important avec un PEA, vous pouvez repartir de cette conférence en disant lundi, j'en ouvre un parce que je prends date. Je prends date pour faire courir ces fameux 5 ans. Quoi qu'il arrive, ça ne coûte absolument aucun. On n'est pas aucun obligé frais à l'ouverture d'un compte. Si. Il faut. On est obligé. Voilà. Je vais finir. On est obligé de déposer des sommes, mais ces sommes toutes modiques chez la plupart des intermédiaires financiers. Mais il faut passer le premier ordre. Il faut qu'il y ait non, il ne faut pas passer le premier ordre. Il faut qu'il y ait un premier versement. C'est la date du premier versement qui compte. Mais ça peut être 1 euro. C'est exactement le même mécanisme que pour les contrats d'assurance vie. Ouais. Donc ça permet de prendre date, c'est important, et déjà ça nous met dans une dynamique d'investissement. En France, on procrastine beaucoup. On pense toujours qu'on a le temps. On se dit, je m'y mettrai demain, la semaine prochaine, dans 1 mois, dans 3 mois. Il faut se mettre aujourd'hui, et il est urgent de se mettre aujourd'hui dans une dynamique d'investissement, parce que, peut-être flash news pour vous, mais l'État ne s'occupera pas de votre retraite à hauteur de ce que vous imaginez. Vous cotisez aujourd'hui, la réalité du système de retraite est catastrophique en France. Je vois que des jeunes dans la salle. La force que vous avez, c'est le temps que vous avez devant vous. Et ça, c'est un véritable asset si vous en prenez conscience. Mais il faut se mettre dans une démarche d'investissement. Éduquez-vous, renseignez-vous, achetez des bouquins, ou faites des formations, enfin peu importe, il y a plein de manières aujourd'hui ou demander à l'IA, ne serait-ce que, attention quand même, mais de démarrer. Mais mettez-vous dans une démarche d'investissement aujourd'hui. C'est pas réservé aux plus riches, c'est quelques euros, quelques dizaines d'euros par mois. Aujourd'hui, les produits, les fintech, etc. rendent ça extrêmement accessible. Profitez-en. Est-ce que Vincent ou Anne, pourquoi est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur pourquoi PEA ou compte titre ou les deux? Il y a pas de, on n'a pas de, enfin ça s'oppose pas, et donc effectivement c'est ayez les deux à partir du moment où ça correspond à vos objectifs. Donc je pense pas que ça s'oppose. Moi je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. C'est un peu comme aller au sport, les bonnes résolutions. Donc là, vous allez être super... Je vais parler cash. Là, vous allez être super motivé parce qu'on vous aura dit « ouais, ça joue là ». Bon, moi, ce que je rajouterais, parce que je ne suis pas sur l'injonction, je rajouterais « trouver un intérêt ». En dehors uniquement de je vais préparer ma retraite parce que moi, je vais la prendre dans quelques mois. OK, mais vous, c'est dans 30 ans. Donc, se projeter dans 30 ans, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais en revanche, vous travaillez dans un secteur d'activité, vous avez, je sais pas, une exposition géographique qui vous intéresse plus. Trouvez de l'intérêt ou un lien par rapport à votre projet de vie pour continuer cet investissement. Pas uniquement de vous dire, ben voilà, c'est très bien, mais trouver de l'intérêt et du plaisir.
Mardi, je faisais une conférence avec l'autorité des marchés financiers du Québec. Ils ont une initiative qui est remarquable. Les pénalités que l'autorité du marché prend sur des bad boys, elle le met dans un fonds. Il y a une partie de cet argent qui va financer des campagnes d'éducation financière. La campagne qu'ils viennent de faire au mois de décembre, c'était « Donner de l'amour à votre épargne ». Voilà. Il faut trouver aussi de l'intérêt. Voilà, que ça soit, vous allez avoir ce déclic aujourd'hui et après il va falloir nourrir votre intérêt et que ça vous apporte aussi quelque chose. Super, merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant de passer à la réponse et aux questions-réponses. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à partager aux personnes qui sont présentes aujourd'hui, que ce soit sur comment bien débuter en bourse, que ce soit sur le PA ou sur le compte titre? Quel serait le meilleur conseil que vous pourriez partager, Vincent? Ouvrez un PEA dans tous les cas, parce que déjà, si vous êtes chez un partenaire financier qui est correct, vous n'aurez pas de frais de gestion ou d'inactivité ou de quelque chose comme ça, donc prenez date, comme l'a dit Guillaume. Investissez dessus, même si au final, vos plans de vie changent et que vous avez besoin d'argent, vous pouvez toujours le clôturer, même avant les 5 ans. Simplement, vous rebasculez sur la fiscalité de l'assurance vie, du compte titre. Donc voilà, il n'y a pas d'autres contraintes que ça. Donc c'est simple. Moi, pour être dans une société qui est présente dans 18 pays en Europe, je peux vous garantir que le PEA est plutôt un produit très très compétitif d'un point de vue fiscal et règles de gestion par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Et peut-être que Grégory, tu pourras nous témoigner de la partie belge, mais on a plutôt de la chance d'avoir cette enveloppe capitalisante avec très peu de frais et des contraintes qui sont pas si énormes que ça. Investir dans des actions européennes, c'est une contrainte, mais moi je le vois aussi comme une opportunité. Donc voilà, n'hésitez pas. De ton côté, Guillaume? Ouais, je pense que tout a été dit. Si peut-être on veut laisser la place aux questions, mais c'est moi, je sais qu'en France, ça se joue au niveau du déclic. L'épargne en France, elle est considérable. On sait épargner en France. Les chiffres, c'est 6 600 milliards d'euros d'épargne. C'est 2 fois le PIB de la France. Ça, c'est l'épargne financière des Français, de nous tous. Sauf qu'on ne sait pas investir. On sait mettre de côté, mais on ne sait pas le mettre au service de ses projets de vie, au service de l'économie. Donc, on le met sur des comptes courants. Ça, c'est le pire. On le met sur du livret A. Ça a son rôle, mais jusqu'à une certaine... Ça dépend chez qui, hein. Ça dépend chez qui. Sur son livret A, ça a un rôle, mais jusqu'à un certain niveau. Donc, il faut se mettre dans cette démarche d'investissement. Et ça passe par ouvrir un compte, ça passe par passer un premier ordre, ça passe par s'intéresser peut-être aux ETF, parce que c'est le plus simple, le plus accessible, le plus diversifié. Et à partir de là, on est déjà dans une bonne démarche. De ton côté, Anne? Moi, je vais vous témoigner d'une discussion que j'ai eue avec... quelqu'un qui dirigeait une salle de marché voilà, d'une grande banque qui m'a dit en fin d'année dernière que plus il allait dans l'âge, plus il investissait uniquement dans des choses qu'il comprenait et qui ne l'empêchaient pas de dormir. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon conseil, et Dieu sait s'il comprenait les produits compliqués, mais voilà, comprendre dans quoi vous investissez et que ça ne vous empêche pas de dormir. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre question dans la salle? Oui. Bonjour, Bastien, ingénieur patrimonial. Juste un point par rapport à ça. On a vu que Bercy avait, ça c'était juste une information pour tout le monde, Bercy a dans le viseur les ETF synthétiques et je pense que le CTO en fait, va un peu reprendre ses lettres de noblesse parce qu'effectivement, avec le PEA, ça a été dévoué. Et je voulais avoir votre avis parce que c'est vrai que c'était pas le sujet, évidemment, mais je pense que l'assurance vie est un produit vraiment particulier, avec des possibilités vraiment géniales, notamment avec le démembrement. Donc, avoir votre point de vue, comment est-ce que l'assurance vie va venir en fait s'inscrire dans tous les différents instruments qu'on a avec le CTO, le PEA, à quel moment il faut passer sur l'assurance vie? Je vous laisse vous exprimer, je pense que ça peut être intéressant pour le public.
Alors juste, on peut répondre sur les ETF synthétiques. Effectivement, Bercy est en train de regarder ça. C'est juste un ETF synthétique, c'est juste en fait que on va swapper, donc comme on dit en français, échanger la performance donc d'un indice américain on va faire comme si on investissait sur des valeurs européennes et puis on aura quand même investi dans des produits américains. Donc ça, effectivement, c'était un petit peu compliqué. C'était quelque chose qu'on a fait rentrer dans le PEA qui sera peut-être remis en question. Moi, je trouve que c'est très bien votre question sur l'assurance vie parce que, Vincent est très critique, notamment sur les frais, mais encore une fois, c'est... frais comparés à objectifs qu'on veut. Et l'assurance vie, ce n'est pas forcément les mêmes objectifs qu'un PEA. Donc tout dépend effectivement des objectifs dans lesquels on envisage ces produits. Je peux rebondir du coup. Ma critique, elle est en effet sur la partie frais, capitalisation et du coup dans un objectif de préparer sa retraite. Si dans ses objectifs, si dans votre situation personnelle, vous avez des problématiques de succession et de transmission, évidemment que l'assurance vie commence à avoir des intérêts. Si vous avez uniquement des sujets de capitalisation, je pense sincèrement que ce n'est pas la meilleure enveloppe pour vous. Bonjour. Oui. J'ai une question par rapport au compte titre. J'ai 2 enfants. Et pour la donation, j'ai entendu dire qu'on pouvait défiscaliser totalement la flat tax sur un compte titre. Est-ce vrai ou pas? C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui ouvrir en tant que parent un compte titre à son nom, en tant que parent, et on se dit dans sa tête, parce qu'on peut ouvrir autant de comptes titres qu'on veut, on peut avoir plusieurs comptes titres, pas un seul, donc on peut ouvrir un compte titre, moi je l'ai fait, pour mes 2 enfants, j'ai un compte titre, sur lesquels je fais du DCA, c'est-à-dire que j'investis tous les mois sur une sélection d'ETF. Et à leur majorité, ou quand je le décide, je peux décider de passer devant le notaire et de faire de la donation de ce compte titre et des sommes qui sont présentes sur ce compte titre. Donc ça va rentrer dans les règles fiscales des donations. Je peux donner 100 000 € par an, tous les 15 ans, par enfant, par parent. Donc à partir du moment où ça rentre là-dedans, il n'y a aucun droit de succession. Et la beauté du compte titre dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, les plus-values générées sur ce compte titre vont être dites purgées. Et donc l'enfant va recevoir 100% de la valeur comme si c'était du capital sans aucune plus-value. S'il revend le lendemain, s'il récupère les sommes le lendemain, il y a 0% d'impôt sur la plus-value et donc aucune flat tax. C'est très juste. Merci. C'est potentiellement la plus belle niche fiscale en France qui existe encore. Voilà. Oui, alors, bien sûr, mais c'est dans le cadre effectivement d'une donation. Enfin, faut prendre tout le scope. Tout le scope, voilà. C'est un objectif bien particulier parce que si on ne fait pas la donation, ça ne fonctionne pas. Très bien. Et du coup, est-ce qu'il vaut mieux ouvrir un compte titre pour les enfants, là actuellement, ou attendre leur majorité, faire cette donation pour qu'ils ouvrent un PEA ou autre chose plus tard? Moi, je dirais ce que j'ai répondu et ce que mon message depuis le début, c'est le temps qui joue en votre faveur. Donc, faut se mettre dans une dynamique d'investissement dès aujourd'hui pour commencer à faire fonctionner la mécanique des intérêts composés. Donc, je dirais dès aujourd'hui. La donation, vous effacerez toujours la plus-value, que vous le fassiez, que vous preniez, que ça soit des actions sur votre compte titre, par exemple, et que vous les donnez, et que votre enfant à 18 ans, 20 ans, 25 ans les met, ça effacera toujours la plus-value. C'est dans le cadre de la donation. Malheureusement, on n'a plus le temps pour d'autres questions-réponses. Par contre, on est à disposition, là, juste à côté, pour répondre encore à des questions si vous en avez. Un immense merci à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreuses et nombreux. Merci. Et belle journée. Bonne journée.